Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la longue série présentation et analyse des sociétés du CAC 40. De retour pour cette série, encore une fois très content de faire ces différents épisodes, de plus en plus même. Alors certes ça prend du temps de travail, mais quand ça sort, ça me fait toujours autant plaisir. Et ça me fait toujours autant plaisir aussi de voir vos retours et de voir que vous êtes de plus en plus sur la chaîne sans cravate et aussi consulter notre site internet, etc. À ce propos, avec l'équipe sans cravate, on vous prépare de très belles choses pour l'année 2021. On est très content des objectifs atteints en 2020. Alors pour 2021, on s'est fixé la barre encore plus haute. On a quelques logiciels qui devraient arriver à être disponibles sur notre site d'ici la fin de l'année. Des screeners par exemple, avec des calendriers de dividendes ou encore de la gestion de portefeuille en ligne. Enfin, on vous expliquera tout ça dans les mois qui suivent. En tout cas, on est dessus. Aussi, je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui me lisent, que ce soit au travers du livre Débuter en bourse ou au travers des articles sur Sans Cravate. Sachez aujourd'hui qu'il y a un nouveau lecteur de plus chaque heure pour le livre. C'est vraiment extraordinaire, ça me permet de vivre confortablement et justement de pouvoir me dédier de plus en plus à l'activité de Sans Cravate. Alors aujourd'hui, le but, c'est de faire l'analyse et la présentation de la société BNP Paribas, une bancaire française et pas n'importe laquelle, la plus grosse. J'aimerais quand même vous rappeler qu'on a fait une vidéo concernant le Crédit Agricole et concernant la Société Générale. Ce sont aussi des grosses banques, mais qui sont intermédiaires par rapport à BNP. Sachez qu'en termes de capitalisation et de chiffre d'affaires, on dirait que BNP est presque 2 fois plus grosse que le Crédit Agricole. Vous le savez, faire l'analyse financière d'une banque, c'est vraiment pas quelque chose de facile, et en plus, c'est bien différent de tous les autres secteurs d'activité. C'est pourquoi je vous conseille vivement de regarder ces 3 vidéos les unes après les autres ou dans une même journée par exemple pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. À chaque fois en fait j'ajoute des informations complémentaires, supplémentaires et aujourd'hui par exemple on va s'attaquer à la notation des banques, comment ça se passe, à quoi ça sert et qu'est-ce que cela implique sur la banque. Alors vous le savez, les banques elles ont plusieurs activités. Généralement, on retrouve quand même une structure qui se répète, en tout cas c'est le cas pour la Société Générale, le Crédit Agricole et BNP Paribas. On retrouve donc dans un premier temps la banque de détail. Alors finalement, c'est celle qui parle le plus aux particuliers puisque ça les concerne directement. C'est par exemple l'émission des crédits à la consommation, des crédits immobiliers, etc. Généralement, cette première activité, elle représente entre 40 et 60% du PNB total de la banque, c'est-à-dire son produit net bancaire, qu'on pourrait comparer à un chiffre d'affaires pour une entreprise industrielle, par exemple. Chez BNP Paribas, elle est assez importante, elle représente 58,4% du PNB. On a ensuite une activité de banque de financement et d'investissement. Alors moi, j'aime pas trop forcément ce terme, je dirais plutôt que c'est lié à tout ce qui concerne les marchés financiers. Ça peut être l'intervention sur le marché des commodities, c'est-à-dire des matières premières ou encore des taux, des changes par exemple. Et puis c'est aussi du conseil en fusion et acquisition pour les opérations dites de haut bilan pour les entreprises clientes. Chez BNP Paribas, cette activité, elle est particulièrement importante, elle représente 27% du PNB. Enfin, on retrouve la gestion d'actifs, les activités de banque privée et d'assurance. Ensuite, il peut être intéressant évidemment de regarder la répartition géographique du PNB pour voir où le groupe bancaire est présent. Et sachez que pour BNP Paribas, on est principalement en Europe. C'est plus de 70% de son PNB qui est réalisé dans cette région du globe. Et pour mener toutes ces activités à bien, vous l'avez compris, il faut du monde. BNP Paribas, c'est un des plus gros employeurs du CAC 40. Il y a plus de 200 000 salariés. Et cette masse salariale, elle peut représenter un véritable obstacle pour innover par rapport aux fintechs qui seront, elles, beaucoup plus flexibles pour croître et se développer sur de nouveaux marchés. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais je n'ai pas de valeur bancaire dans mon portefeuille. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse et vous allez comprendre au cours de cette vidéo pourquoi. Cela dit, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de valeur financière. J'ai par exemple des actions Euronext qui m'intéressent tout particulièrement, mais si je devais bien en choisir une parmi toutes celles qu'il existe en France, je me jetterais sur BNP Paribas, puisque à mon goût c'est un titre particulièrement intéressant dans ce secteur-là. Historiquement, c'est un cours qui a bien mieux résisté aux différentes crises que notre société a connues depuis les années 2000, que ce soit la bulle Internet, que ce soit 2008 ou que ce soit les dettes souveraines ou même la crise du coronavirus. On remarque quand même que souvent les banques sont sous le feu des projecteurs et surtout
en période de crise. Depuis 2008, elles n'ont plus le droit à l'erreur et évidemment, ça a un impact sur les marchés. Il y a très peu d'investisseurs particuliers qui se positionnent sur les valeurs bancaires sur le long terme. Et dans ce sens, vous le savez peut-être, il y a plusieurs régulations qui se sont mises en place et qui ont évolué concernant la nécessité d'une banque d'avoir de plus en plus de fonds propres avec la réglementation BAL 1, BAL 2 et BAL 3 par exemple. De nos jours, on oblige aux banques d'avoir un équivalent de 10% de fonds propres par rapport à leurs engagements. Alors vous vous doutez bien que cela représente un véritable obstacle à la rentabilité financière d'une banque, cependant c'est bien plus sain sur le long terme et ça peut permettre aussi aux investisseurs de reprendre confiance progressivement dans ces dernières. D'ailleurs, ça va peut-être vous surprendre, mais le premier critère auquel je paierais attention si je voulais investir dans une banque, ce serait de savoir qu'est-ce qu'elle finance, pourquoi elle le fait et comment elle le fait. Et à ce niveau-là, on peut dire que BNP Paribas frappe fort, très fort, aussi bien en termes factuels, que ce soit avec véritablement l'argent qui est rendu disponible, qui est engagé dans des financements d'entreprises pour leur transition écologique, par exemple, pour qu'elles deviennent neutres en carbone. Sachez que, par exemple, en 2021, l'objectif de BNP Paribas, c'est d'avoir 180 milliards d'euros engagés dans des projets en lien direct avec les objectifs de développement durable, par exemple, mais aussi bien en termes de communication. C'est-à-dire, si vous vous rendez sur le site de BNP Paribas, vous allez voir éthique, partout, absolument partout. Elle communique énormément là-dessus et elle a signé énormément aussi de chartes d'engagement sur plusieurs points et à tous les niveaux. D'ailleurs, même le département d'asset management de BNP répond à certains critères de cette nature-là pour faire sa sélection de titres dans son portefeuille. Ils se veulent vraiment être une banque avec un impact positif, ils veulent financer une économie éthique. Et alors pourquoi je disais à tous les niveaux? Parce qu'on ne parle pas uniquement de transition écologique, d'environnement, etc. On parle aussi d'enjeux sociaux, de la solidarité par exemple. Et ils exigent de la même façon au sein de leur entreprise et au niveau de leurs fournisseurs certains engagements. Renforcer la présence de femmes au poste de cadre, c'est quelque chose qui leur tient particulièrement à cœur, c'est très problématique dans le milieu bancaire, ça a été mis en valeur maintes et maintes fois. Leur objectif par exemple pour 2021, c'est d'avoir 30% de femmes, donc à ces postes de responsabilité importantes. On a aussi des engagements au niveau donc de la diversité, de l'acceptation, de l'inclusion tout simplement, pouvoir travailler avec tout le monde correctement et dans un environnement sain. Ils s'assurent aussi que leurs employés soient formés de manière continue pour qu'ils restent engagés, pour qu'ils aient l'impression de se sentir vraiment utiles et que BNP Paribas soit tout simplement a good place to work, comme ils veulent dire, c'est-à-dire un bon endroit pour travailler. Alors vous pensez peut-être que tout ça c'est du pipeau, c'est de la communication, c'est du greenwashing, appelez-le comme vous voulez, vous êtes tout à fait en droit de penser ces différentes choses. Ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est de vous rendre sur leur site et d'étudier leurs chiffres pour voir si vraiment ça peut avoir un impact important justement sur notre société. Et puis il faut aussi savoir que signer des chartes, se rendre à des conférences sur le climat, mettre en place des engagements importants sur le long terme, tout ça, ça donne du pouvoir aux employés. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'ils se rendent compte que l'entreprise pour laquelle ils travaillent ne respecte pas ces engagements-là, ils vont pouvoir d'autant plus le mettre en valeur et ça va véritablement être problématique pour la société. Pour en terminer avec cette petite présentation, avant de passer à tout ce qui concerne la notation, justement, le point clé qu'on voulait aborder aujourd'hui, et peut-être revoir le fonctionnement de la rémunération d'une banque pour son activité justement de banque de détail principalement, je voulais vous parler des projets de Startup Houses. Alors c'est plus des projets, c'est même quelque chose de concret puisque c'est quelque chose qui existe maintenant. Il faut savoir que BNP Paribas a ouvert justement des sortes d'incubateurs pour aider des fintechs, des jeunes entreprises de tout secteur d'activité à se développer. Belgique, Turquie, Italie, Luxembourg et France, voilà les 5 destinations qui ont été choisies par le groupe pour implanter leur Startup House. Du coup, vous avez compris un petit peu le concept. Alors, ça se concentre principalement quand même sur les opérateurs du digital et les fintech, mais l'objectif est intéressant puisqu'ils vont pouvoir les accompagner aussi bien pédagogiquement que financièrement.
Le but aussi derrière, vous en doutez, derrière la création de ces écosystèmes, c'est que BNP est quelques pions dans cette nouvelle génération de technologies, que ce soit des technologies bancaires ou des technologies de paiement, etc. Ça peut être n'importe quoi dans le domaine du digital, parce qu'ils savent très bien que leur groupe en lui-même, il va avoir énormément de mal à faire un virage à 180 degrés. Donc c'est une manière, voilà, d'initier cette transition. Alors voilà, désormais on va faire un petit point sur le fonctionnement d'une banque pour que vous puissiez comprendre à quoi correspond justement une notation de la part justement des agences de notation et en quoi cela impacte la banque. Donc vous le savez, une banque, elle finance des acteurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers par exemple, sur le long terme. Alors pour acheter des actifs, généralement, tout et n'importe quoi. Pour une entreprise, ça peut être des bâtiments, des équipements, etc. Pour des ménages, ça peut être aussi du bâtiment, mais ça peut aussi être une voiture ou quoi que ce soit d'autre. Le fait est qu'elle fait quand même des crédits généralement sur le long terme, et pourtant, elle, ses ressources principales, ce sont des ressources de court terme. Il s'agit en fait de l'épargne, cette fois-ci, des entreprises et des ménages. Et c'est grâce justement à cette différence de durée de l'épargne qu'une banque se rémunère avec ce qu'on appelle la marge d'intermédiation. Mais ça demande tout de même à la banque d'avoir une excellente gestion de son bilan avec les crédits qui sont à l'actif et l'épargne qui est au passif. Il faut évidemment que la banque ait assez de ressources, c'est-à-dire le passif, pour financer les crédits, c'est-à-dire l'actif. Et comprenez bien que pour profiter au maximum de cette marge d'intermédiation, eh bien la banque elle doit faire en sorte de toujours prêter un maximum d'argent et d'avoir finalement que très peu de liquidités disponibles. Donc on se retrouve parfois dans des situations où une banque est en manque de ressources pour financer ses actifs. Et à ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle emprunte sur le marché interbancaire ou au niveau des banques centrales. Et la réglementation Bâle, elle est directement en relation avec tout ça. Elle fait en sorte que les banques soient le moins de fois possible en situation d'illiquidité. De cette façon, une banque a tout intérêt à avoir des actifs qui sont facilement négociables, c'est-à-dire que l'on peut céder par exemple assez rapidement. De la même façon, pour éviter de se retrouver en situation d'illiquidité et respecter la réglementation Bâle, les banques vont faire en sorte d'avoir une épargne de la part de leurs clients de plus en plus sur le long terme. Elles vont donc réduire la maturité de leurs actifs et augmenter celle de leurs passifs. Et c'est justement là-dessus qu'elle perd en rentabilité, mais pour gagner donc de la liquidité. Et donc, en fonction de comment une banque gère tout ça, eh bien, il va y avoir des agences de notation qui vont accorder une note à la banque. Tout simplement, qui repose évidemment sur plusieurs critères, mais qui est censé principalement représenter la capacité de la banque à rembourser, à recouvrir ses échéances. Les trois agences de notation les plus connues, ce sont Fitch Ratings, Moody's et Standard & Poor's, et sûrement que vous en connaissez une de ces trois, voire même les trois, par exemple si vous avez vu le film The Big Short. Le fait est que pour accorder leurs notes, elles basent leurs calculs sur des critères qui peuvent être complètement différents d'une agence à l'autre. Il faut aussi savoir que ces trois agences sont américaines et finalement c'est que depuis 2011 que l'autorité européenne des marchés financiers a permis à ces agences de venir noter les banques européennes. Et d'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas d'établissement en France, par exemple, qui soit capable de rivaliser pour amener un petit peu de compétitivité aussi dans les agences de notation. Le fait est que ce sont les trois agences les plus influentes et donc leurs notes sont celles qui comptent le plus. D'ailleurs, sachez aussi que ces agences peuvent noter des États carrément. Et je pense que vous l'aurez compris, mais l'impact de ces notes, quel est-il? Eh bien tout simplement, plus la note est basse, plus cela représente un risque accru pour les acteurs qui vivent autour de la banque, que ce soit par exemple des investisseurs ou même des clients particuliers. Et finalement, si l'analyse financière d'une banque vous paraît un petit peu difficile, ces notes quelque part, c'est un bon moyen de comparer une banque à une autre. Et concernant le groupe bancaire BNP Paribas, eh bien ces notes tournent aux alentours de A+. Alors A+, c'est pour Fitch et pour S&P, il me semble, et ce qui équivaut à A1 chez Moody's. Alors, en France, ces notes sont plutôt pas mal. On retrouve des notes bien plus intéressantes aux US. Le fait est que le barème, vous pouvez le retrouver tout simplement sur Internet. Je vais même peut-être vous l'afficher ici à l'écran pour que vous y voyez plus clair.
Pour en terminer avec tout ça, pour terminer cette partie un petit peu plus financière de cette présentation, je voulais vous parler des dividendes. Alors ensuite, on passera sur mon ordinateur pour tout ce qui concerne le cours. Alors le cours du CAC Financials, puisqu'il est assez intéressant, et le cours de BNP Paribas. Mais les dividendes dans un premier temps, puisque c'est assez intéressant, et d'ailleurs c'est pour ça que les investisseurs ont généralement le titre BNP Paribas en portefeuille. On a un rendement qui est généralement assez bon, bien au-dessus de la moyenne du CAC 40 qui est à 3,3-3,4%. Le rendement de BNP, il est plus autour des 5,5 et même 6% parfois. Et même au moment de la crise, quand le titre est descendu sous les 30 €, et bien là, c'était encore plus important. Ce qui est extrêmement intéressant avec BNP Paribas, c'est que depuis longtemps, plus de 20 ans, il ne cesse de verser un dividende, donc régulièrement. Alors ce dernier, il a différents niveaux de prix quand même, hein. Il n'est pas forcément régulier, il n'est pas forcément croissant. Le fait est qu'ils n'ont jamais arrêté d'en verser. Et c'est pas le cas, par exemple, pour Crédit Agricole ou pour la Société Générale qui, en période de crise, parfois sont venus justement à couper ces versements. On remarque aussi que depuis 2015, le montant du dividende versé a augmenté considérablement. Alors évidemment, on se doute qu'en 2020, il y aura un petit recul, mais ce taux de croissance était tout à fait intéressant. Alors voilà, on se retrouve sur ProRealTime. Ici, devant vous, vous avez le cours de l'action BNP Paribas. On est sur une période de 2 semaines, c'est-à-dire que chaque bougie ici, petite bougie rouge ouverte, représente une période, un laps de temps de 2 semaines, ce qui nous permet d'afficher sur tout le graphique un début à 1995. Alors même si cette période, elle ne nous intéresse pas forcément, mais on voit finalement que pendant la période Internet, on avait les bancaires qui vivaient très très bien, même de toute façon les marchés en général. Mais ce qu'on note, c'est quand même que justement la bulle Internet n'a pas forcément énormément impacté les banques. Alors il y a quand même un beau retracement, mais par rapport à d'autres entreprises, c'est pas grand-chose. Et puis ensuite, un excellent rebond à la suite des années 2000, avec un plus haut juste avant la crise des subprimes, qui ont vraiment mis en valeur justement les failles de certaines banques. Et c'est tout le domaine financier de manière générale et même les autres entreprises d'autres secteurs d'activité qui ont casqué, mais les banques en premier, évidemment. Comme je vous le disais en début de vidéo, toujours sous le feu des projecteurs, pas le droit à l'erreur. Et donc on a de cette façon des cours extrêmement volatiles. Alors c'est pour ça que je ne conseillerais jamais à un investisseur débutant ou alors qui veut faire un patrimoine sur le long terme sans trop se soucier de ses actifs qu'il a dans son portefeuille, eh bien je déconseille tout simplement le secteur bancaire puisque il faut avoir le cœur bien attaché, bien accroché. On remarque aussi l'importance de la mini-crise, comme je l'appelle, la mini-crise de octobre 2018. Ben finalement, pour les valeurs bancaires, c'était pas une mini-crise, puisque encore une fois, c'était les banques qui étaient responsables. On remettait sur le tapis justement les problèmes de liquidité des banques. Alors, c'est une crise qui a finalement, sur le CAC 40 de manière générale, a fait très peu de dégâts. Mais voilà, sur BNP Paribas, c'est encore assez important. Suivi derrière de la crise du Covid, alors là, vous connaissez, on en a déjà beaucoup parlé. Et puis voilà, ce rebond quand même assez puissant, alors surtout au niveau des annonces des laboratoires, là, hein, on le sait, hein, on a vu Airbus décoller à plus de 20% dans la journée, mais c'était le cas aussi de BNP Paribas. Le fait est qu'une courbe avec autant d'histoire, ça permet d'avoir beaucoup de niveaux de prix quand même. Et généralement, c'est pour ça que les traders vont être très intéressés par ces valeurs bancaires extrêmement volatiles, même peut-être bien plus que des valeurs de croissance sur lesquelles on a très peu d'historique et juste une exponentielle. Ça va être sur ce genre d'actifs que les traders vont faire des allers-retours et vont pouvoir engranger des profits assez rapidement. Donc ce que je voulais vous montrer aussi, c'était le CAC Financials, donc c'est un indice CAC Sociétés Financières qui répertorie bon nombre de sociétés de ce secteur-là qui sont donc géographiquement actives, on va dire, en Europe. Le fait est que pour avoir l'ISIN de cet indice, eh bien, je suis allé sur Les Échos Investir et l'ISIN en question, il est juste ici, donc vous pouvez le noter si vous voulez. Le fait est que nous, on va le copier
et aller le coller dans ProRealTime, puisque l'objectif, ça va être de regarder le comportement de cet indice sur les 20 dernières années et puis de comparer le cours de BNP Paribas par rapport à cet indice. Et donc là, par exemple, quand je diminue cette petite fenêtre et puis que dans la barre de recherche, je colle mon ISIN, je devrais tomber sur voilà, CAC Financials. Le fait est que, bon, pas de surprise, la crise des subprimes, un impact non négligeable sur le secteur financier et donc une dégringolade. Mais depuis, on a quand même un petit peu une tendance, alors je vais supprimer cette échelle-là, tac, supprimer la règle. On a quand même une tendance assez intéressante sur le secteur financier et on pourrait donc se poser la question, comment s'en sort BNP Paribas par rapport au reste des valeurs du secteur financier. Et pour ce faire, eh bien, vous fermez ça, vous retournez sur BNP, voilà, et puis on va faire appel, vous le savez, à la force relative. Alors la force relative, on se rend dans les indicateurs ici, puis on tape force relative de comparaison, ajouter, et on va venir coller l'ISIN de l'indice qui nous intéresse. Alors ça peut être un indice, ça peut être aussi une autre action, hein. Alors CAC Financial, voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, et d'ailleurs, vu comme ça, d'ailleurs, je remarque quand même qu'on a une petite tendance haussière, hein, quand même, sur le cours de BNP, avec par exemple ici quand même un magnifique support. On pourrait trouver, je pense, une résistance assez similaire au niveau de la pente ici, avec ses plus hauts. Le fait est qu'on voit quoi? Qu'on voit que la force relative est croissante. Et donc que BNP s'en sort particulièrement bien et surperforme même depuis assez longtemps. Alors de moins en moins, hein, surtout entre les années 2000 et 2009 d'ailleurs, mais elle continue quand même de surperformer l'indice financier. Donc ça, c'est une information assez importante, évidemment, à prendre en compte dans votre analyse. Donc je ne vais pas faire une analyse technique approfondie aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de présenter l'entreprise, la banque plutôt BNP Paribas. Et puis désormais, c'est à vous de continuer ce travail d'analyse pour essayer, pourquoi pas, de déterminer des entrées sur le titre si c'est quelque chose qui vous intéresse pour votre portefeuille. Allez, on se retrouve face caméra pour conclure. Voilà les investisseurs sans cravate, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!